Bienvenue dans l'Aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout, des professionnels ou des amateurs qui ont une chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Depuis le début de ce podcast, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles qui font de chaque épisode un moment particulier. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous ces épisodes sur vos plateformes préférées, mais aussi me dire ce que vous en pensez sur Instagram, où la page du podcast est d'ailleurs présente. N'hésitez pas non plus à me dire si vous souhaitez que je rencontre des aventuriers et aventurières qui vous passionnent. Pour ce 9e épisode, j'ai pris la route de Verbier pour rencontrer une personne comme on aime en rencontrer dans une vie. Il a fait du freeride, vécu sur une île déserte pendant 300 jours, il a fait le tour du monde en ULM. Lui, c'est Xavier Rosset et il m'a accueilli dans l'antre de la bête, comme il appelle son mayen, avec cette bonne humeur et cette énergie qui font que j'ai vraiment pas eu envie de repartir. Je me réjouis de partager ce moment avec vous. Voici l'Aventure, c'est un podcast LFM. Bienvenue. LFM présente l'Aventure, un podcast signé Guillaume Jetta. Alors non, je ne suis pas gourou, je m'appelle Xavier Rosset, je viens de Verbier, j'ai 44 ans et demi. Et demi, important. Super important le et demi, et dans la vie, je suis, on va dire, un aventurier de la vie, sans me répéter. Est-ce que aventurier de la vie, tu l'as été depuis tout petit, ou c'est un truc qui est venu plus tard ? Alors c'est une bonne question, mais je pense que la vie c'est une aventure en elle-même. Chaque fois qu'on se lève le matin, l'aventure elle est là devant nous pendant tous les jours qu'on vit. Et il y a une phrase que je trouve jolie qui dit que l'aventure elle commence au coin de la rue. Donc on n'est pas obligé d'aller au bout du monde pour vivre une aventure. Donc ouais, ma vie a été une aventure depuis le premier jour, j'imagine. Et toi, tu as fait du coup plusieurs types d'aventures, autant à l'autre bout du monde que par ici. Toi, tu es de Verbier, hein. Tu vis à Verbier, c'est là où ça se passe pour toi, c'est ton écosystème. Oui, je viens de Verbier, j'ai grandi à Verbier, mon papa et mes grands-parents aussi. Et puis j'ai commencé à découvrir l'aventure, si tu veux. Je travaillais dans un magasin de sport ici à Verbier, et puis je voyais plein de gens qui venaient de partout dans le monde louer des skis. Et ils m'expliquaient un petit peu d'où ils venaient, et du coup moi ça m'a donné l'envie d'aller voir. Je voulais voir un peu d'où ils venaient, et puis voir si ce qu'on me disait aussi à la télé, au téléjournal était vrai, aller voir de mes propres yeux. Et c'est comme ça que l'envie de l'aventure m'a prise, on va dire. Ta famille était... Parce que quand on grandit dans une région comme celle-ci, on a l'opportunité d'aller faire des randos, on est très proche de la nature, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y avait déjà dans ta famille une volonté de vivre un peu à l'extérieur ? Alors mon papa était électricien pour les remontées mécaniques de Téléverbier. Donc lui il travaillait tout le temps dehors, et dès que j'avais un jour de congé ou les week-ends, je montais skier, et puis je skiais, je le voyais à midi pour manger, et puis on faisait 2-3 pistes ensemble, on faisait pas mal de randonnées l'été aussi. Donc oui, moi venant ici des montagnes de Verbier, j'ai beaucoup grandi à l'extérieur, c'est sûr. On n'avait pas la télé, enfin on avait la télé oui, mais dès qu'on avait 10 minutes, on prenait le vélo, et nos parents ils nous mettaient un coup de pied pour aller dehors et puis faire du vélo ou faire un château de sable ou jouer à cache-cache. On a vraiment grandi dehors. Est-ce qu'il y a une chance dans ce cas de figure ? Ah ben, moi j'ai trouvé ça vraiment bien, plus que d'être devant une console ou devant un écran, quoi. On a appris pas mal de choses de la vie en étant dehors, les animaux, regarder, écouter, voir, entendre. Si on devait te demander qu'est-ce que l'aventure pour toi ? Mais comme je te disais avant, la vie est une aventure, et l'aventure c'est peut-être d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se réaliser tout au long de sa vie. À chaque âge on se découvre, on a des choses, des envies, des rêves qui sont sur le parcours de nos vies, et puis arriver à réaliser nos rêves, ça c'est, je pense, la plus belle aventure de vie. Certains rêves c'est un rêve d'une journée, des fois c'est des rêves d'une semaine, il y a certains rêves c'est des rêves d'une vie. Et ouais, ça c'est une des très bonnes définitions que je pourrais te donner de l'aventure. Et pour certaines personnes, ça peut être un petit peu effrayant de partir dans ce type de vision de la vie. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça ? De ton côté, c'est une évidence, ou c'est quelque chose c'est un choix qui nécessite aussi de l'autre côté des côtés un peu plus difficiles ? Alors pour rester large, moi je choisis mes aventures. Alors c'est clair que peut-être je pars assez loin dans mes aventures, comme sur l'île ou survoler la planète en ULM, ou partir faire des 6000, ça c'était un petit peu plus tôt dans ma carrière. Après, l'aventure, chacun peut la faire à son niveau, quoi. Tu peux aller te balader dans le Jura, il y a des super belles forêts, aller voir des animaux sauvages, ça c'est une aventure aussi. Chacun, et plus tu vis
plus tu te connais, plus après tu peux aussi pousser tes limites. On a tous des limites, elles sont n'importe où, c'est pas grave où elles sont, et en faisant, eh bien, on peut les repousser gentiment. Et c'est ça qui est cool, c'est que plus on repousse ses limites, plus on apprend à se connaître aussi, plus on prend confiance en soi aussi, puis plus on a envie de faire des choses, parce que quand on réussit quelque chose, eh bien, ça, on a l'envie d'aller plus loin, on a l'envie de faire plus. Et c'est vraiment ça qui est cool, je trouve. Est-ce qu'il y a un côté parfois effrayant de justement se rapprocher de ses limites et d'essayer de les dépasser ou de les repousser? De 2002 à 2005, j'étais un des riders de l'extrême de Verbier, et là c'est clair qu'on on faisait ce qu'on savait le mieux faire à ce moment-là, et on ridait à 120% le jour de la compétition, et on peut dire que on repoussait pas les limites, mais on les atteignait vraiment, quoi. Ça veut dire qu'à certains moments, la moindre erreur, t'es tellement au taquet, t'es tellement à fond dans ce que tu fais que t'as plus de marge de manœuvre. Donc à ce moment-là, si t'as un problème, eh bien tu risques vite d'être en zone rouge, on va dire, avec tout ce que ça peut impliquer. Mais dépasser ses limites, c'est dangereux. C'est sûr que c'est dangereux, parce que de un, on pourrait se faire peur, et puis et du coup ça enlève toute la confiance que tu as bâtie au fil des années. Mais voilà, dépasser ses limites, ça peut arriver une fois de temps en temps. Des fois ça passe, et des fois ça passe pas. Tu as parlé de l'extrême de Verbier, tu as parlé aussi de ton expérience sur l'île. Certaines de ces aventures que tu vis demandent plus de temps de préparation que d'autres. Déjà, est-ce que ce temps de préparation, c'est un moment que tu apprécies? Bien sûr, bien sûr. Tout part d'une idée. Et du moment que tu as une idée, que ça soit une idée d'expédition que je fais ou n'importe quelle idée qu'un des auditeurs a, c'est de se dire, tu as une idée. Et faut savoir que beaucoup de gens, ils ont une idée, et puis le lendemain, ils ont passé à une autre idée. Et si tu as une idée, cette idée, elle a besoin de mûrir, elle a besoin d'être préparée déjà dans la tête. Après, tu la mets sur papier. Est-ce qu'elle est réalisable? Oui ou non? Est-ce que c'est judicieux de la faire? Ça, c'est encore une autre idée, une autre histoire. Oui ou non? Quelle préparation il faut pour pouvoir la faire? Les 300 jours sur l'île, ça m'a pris 14 mois de préparation. Donc c'est assez rapide, mais pour le Fly the World, le tour du monde en ULM, là, c'est 5 ans de préparation. Parce que il y a déjà les budgets, ça c'est sûr, mais en deux, il faut faire les licences ULM, contacter les pays. Donc là, il y a beaucoup plus de préparation derrière, mais la préparation, c'est ça qui est cool. Dès que tu prépares quelque chose, tu pars déjà dans ton expédition quand tu rêves la nuit, et le jour où tu es au début de l'expédition, je peux même te dire que c'est la cerise sur le gâteau. C'est que ça a marché. Et tout ce qui était antérieur à ça, c'est cet acharnement qui a fait que ce jour-là, eh bien, tu es là au moment du départ. C'est que tu as tout donné, tu as tout fait pour. Mais ça prend du temps. Ces idées, elles mûrissent comment dans ta tête? Et comment est-ce qu'elles viennent peut-être d'abord? Parce qu'on parle donc de l'extrême de Verbier, on parle d'une île déserte, on parle de survoler des pays avec un ULM. C'est quand même... C'est pas, par exemple, c'est pas comme si tu étais spécialisé dans le vol et tu faisais que ça. Au contraire, tu pars d'explorer différentes pistes. Comment ces idées viennent et comment tu les entraînes derrière? C'est au coin d'une table après un apéro? Ça, c'est la question à 2 points. Non, toutes ces idées, elles viennent vraiment après le snowboard, je voulais faire quelque chose de totalement différent de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Et le froid, la montagne, je suis quelqu'un de très social, j'ai dit je fais l'inverse et je suis passé de snowboarder professionnel à survivaliste. Et puis après 300 jours sur une île tout seul, je me suis dit c'est cool, mais j'ai appris à me connaître, j'ai découvert l'île. Après je me suis dit peut-être Fly the World, la prochaine en ULM, prendre une machine pour découvrir le monde et découvrir d'autres personnes dans le monde. Ça va vraiment dans ce sens-là, et je fais toujours des choses que j'aime faire, et voilà, mais c'est pas un truc que j'ai prévu déjà il y a 10 ans en arrière. C'est des choses qui viennent petit à petit, et puis ça se passe comme ça. Puis après, il y a d'autres expéditions que j'ai eues en tête, mais que je les ai pas réalisées non plus, tu vois. On peut pas tout faire tout le temps non plus. Au bout d'un moment, il faut faire des choix. Donc tu te mets des limites parfois. Ouais, oui. T'es obligé. Je pense que tout le monde, on n'a pas assez d'une vie pour réaliser tous ses rêves. Et des gens que je leur demande quel est leur rêve, ils me disent mais moi j'ai pas de rêve.
Et si on va chercher au plus profond de nous-mêmes, c'est ce qu'ils me disent là, c'est pas juste, c'est qu'ils ont peut-être pas juste eu le temps de vraiment se poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie, qu'est-ce qu'on a envie de faire ce week-end, qu'est-ce qu'on kiffe faire, c'est quoi ta passion, c'est quoi qui te met un méga smile. Et j'ai l'impression que tout le monde devrait vraiment se poser ces questions-là, parce que quand tu te réalises dans la vie, c'est cool, quoi. La vie, elle est faite pour ça, pour moi en tout cas, et pour tout le monde, je suis sûr. Comment pourrait faire une personne justement qui est un peu prise dans cette espèce de routine qu'on peut avoir aujourd'hui entre famille, travail et ce genre de choses pour peut-être commencer à explorer ce genre de choses? Je sais que tu es au contact aussi de clients, de personnes qui fuient leur quotidien peut-être pour te rejoindre. Est-ce qu'il y a une manière à tes yeux, bon, peut-être qu'il y en a mille, mais d'aborder un peu ces rêves ou en tout cas de les cultiver? C'est vraiment une question à laquelle je peux vraiment pas te répondre parce qu'on est tous tellement différents et potentiellement que certaines personnes leur job c'est leur passion, hein. Ça c'est cool, je respecte totalement et si tu fais de ta passion un travail, tu bosses plus jamais de ta vie. Après il y a peut-être une partie des gens aussi qui doivent gagner de l'argent pour payer des factures à la fin du mois et puis c'est peut-être pas vraiment ce qu'ils kifferaient faire, mais on a du temps aussi les week-ends, en semaine. Et avoir une famille, c'est peut-être une passion. Promener ton chien, c'est une passion. Et donc je pourrais pas te dire comment faire, mais déjà avoir un temps de réflexion par rapport à soi, mais avoir du temps pour soi. Comme on discutait un petit peu avant, là, le plus grand luxe, c'est le temps. C'est pas d'avoir 200 000 balles sur ton compte. Parce que quand tu sens le sapin, riche ou pas. Hein. C'est pas faux. Voilà, tu vois, aussi simple que ça, c'est cultiver des vraies valeurs avec de l'argent. T'achètes une maison avec de l'argent, t'achètes pas un foyer, t'achètes pas une famille, t'achètes pas des amis. Les vraies valeurs, elles sont totalement immatérielles et nous, on vit dans un monde de consommation. Ça c'est totalement. T'es un solitaire? Je suis un solitaire à mes heures, je suis quelqu'un de très social aussi. Mais comme ici, tu es dans mon antre, comme j'aime bien l'appeler. Oui, la tanière. Ouais. Ici, il y a très peu de gens qui viennent. Il y a mon ami et puis un ou deux copains, c'est tout. Ici, c'est chez moi. Et quand je veux voir des gens, je sors, je vais dehors. J'aime bien croiser des gens et j'ai besoin de beaucoup de temps aussi pour moi. Parce que je suis super bien avec moi-même. Je suis mon meilleur pote. Ça allait être ma prochaine question d'ailleurs. Ah. Alors je te laisse la poser comme ça. Non, c'est très bien comme ça, mais c'est intéressant parce que pour certaines personnes, c'est très difficile justement de se retrouver confronté à soi-même. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tellement de stimulation à gauche à droite que voir des gens en permanence, ça peut être une nécessité, alors que se retrouver seul, et toi, tu as testé ça de manière un petit peu plus extrême, ça nécessite, je pense, d'être quand même très bien avec soi-même. C'est clair. Et si tu veux être bien avec les autres, il faut être bien avec toi-même avant tout. Si tu dois être avec d'autres personnes pour te sentir bien, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta réflexion ou dans ta manière d'être avec toi-même, dans l'acceptation que tu as de toi-même. Après, on a tous des côtés positifs, des côtés négatifs, et puis c'est à nous, s'il y a un truc qui nous plaît pas en nous, c'est à nous à faire ce cheminement intérieur pour aller là où on veut. Il y a personne qui va nous aider psychologiquement pour faire aller là où tu veux. Mais être bien avec soi-même, c'est la chose la plus importante au monde, j'ai l'impression, parce qu'on est 24H avec soi. Hein. Alors toi justement qui est 24H avec toi et qui teste ces expériences un peu plus poussées, est-ce que tu retrouves dans les différentes aventures que tu vis des sensations un peu similaires, que ce soit donc en survolant différents pays en ULM ou en étant seul sur ton île? Dur à dire. Les mêmes feelings, non, je pense pas, parce que les aventures, elles sont tellement différentes les unes des autres. Mais j'apprends. La dernière, c'est la rencontre des gens. Tu rencontres des gens, tu poses au milieu de l'Afrique, tu rencontres quelqu'un qui voit ta machine, ils ont jamais vu ça, et du coup, après que tu as posé, tu as 25 personnes qui sont là, qui veulent venir toucher. En plus, t'es le blanc au milieu d'un village où ils voient quasiment très peu de blancs, à part avec le CICR ou des trucs comme ça, et chaque aventure a ses côtés absolument uniques. L'île, c'était vraiment la solitude, la liberté, parce que ta liberté s'arrête là où la liberté des autres commence, et ça, c'était beau. Après, il fallait que
j'avais une liberté suprême, mais il fallait que j'accepte la solitude. Donc il y a rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Tu dois toujours, chaque choix a des conséquences, comme on disait un petit peu avant, il faut accepter le tout. Tu prends le package, quoi. Hein. Ben, tu parlais justement de partage aussi. Tu réalises des documentaires suite à ces expéditions. C'est important pour toi derrière de transmettre certaines valeurs par rapport à ce que tu as pu apprendre autour de ça, ou c'est plus une nécessité d'aller partager justement ces ressentis et ce que tu as vécu? Moi, l'idée de faire des documentaires après, c'est vraiment de partager aux gens. Je fais des choses que peut-être peu de gens font. Et c'est important pour moi de pouvoir partager et de montrer, regarde, les 300 jours, ça donne ça. À la fin, t'as un mec à moitié squelettique avec une grosse barbe. C'est ça l'idée. Qu'est-ce que ce mec-là, il a pensé dans sa tête? Après, moi, je le fais pas pour que les gens disent « Ah, regarde, c'est Xavier Resset » pour me faire reconnaître dans la rue. Au contraire, le moins les gens... me reconnaissent, le mieux ça va, mais c'est juste aussi pour dire aux gens, ce gars-là, ok, c'est un montagnard, il a grandi à Bagne, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et s'il a fait ça, mais moi je pourrais aussi faire ça. Il a réalisé ses rêves. Après, comme on disait avant, la question c'est quels sont tes rêves, et le dernier doc, là, les Fly the World, on rencontre des gens aux trois quarts, partout un peu sur la planète, et ces gens-là, ils ont un message à nous donner. Ils sont beaucoup moins matérialistes, ils ont rien, mais le mec, il t'explique un truc, t'es pendu à ses lèvres pendant les 3 minutes où il cause, et tu dis waouh, c'est génial, ce mec-là, je veux le rencontrer. Et c'est juste ça que j'ai envie de partager. C'est que des bons moments. On voit assez de documentaires qui parlent des choses qui vont pas bien, des problèmes économiques, sociaux, machin. Moi, j'ai juste envie de dire, hé les gars, il y a des trucs qui sont cool, et je vous en montre. Voilà, simple. D'ailleurs, tu as une énergie qui est extrêmement communicative. Quand j'ai pris contact avec toi, très rapidement, il y avait ce côté. C'est important pour toi, justement, cette notion de... comment je pourrais le placer, de générosité envers les autres personnes, d'accueil, de partage. Mais, alors, est-ce que c'est important? Je sais pas, mais moi je suis comme ça, quoi. Et j'aime bien partager, j'aime bien rencontrer, j'aime bien discuter. J'aime pas trop débattre de choses et de devoir aller en profondeur, de me justifier. Mais après, on est tous différents, on a tous nos qualités. Et c'est vrai que en tout cas, on me dit souvent que je suis quelqu'un de très social et joyeux. Voilà. Après. Ce qui est quand même une valeur plutôt... ce sont des valeurs plutôt intéressantes. J'imagine que oui, en tout cas ça favorise le dialogue et ça favorise les rencontres, ça c'est sûr. Si tu vas vers quelqu'un avec un grand sourire, les gens sont vachement plus enclins à venir te discuter que si tu arrives en gueulant, quoi. Ça c'est clair. Dont les idées que tu pourrais avoir par la suite sans forcément nous raconter ce que c'est. Est-ce que tu envisages d'aller creuser un peu plus vers le chaud, un peu plus vers le froid? Est-ce que la période qu'on vit actuellement, qui est donc cette période de coronavirus, remet en question quelque part certaines approches que tu peux avoir par rapport à l'aventure? Alors par rapport à l'aventure, non. Après, de la manière dont on peut la réaliser, oui, parce que c'est pas la meilleure manière aussi pour avoir des partenaires pour pouvoir faire des voyages. Donc, je suis en train de commencer à réfléchir à encore un autre truc à 2 balles que je vais réaliser dans quelques temps, tu vois. Non, quand je dis à 2 balles, je m'avance un peu, mais moi, ce que j'aime bien dans la vie, c'est faire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont très forts chez nous, on dit à Bannes, c'est avoir la gorge. C'est ils parlent, mais ils font pas grand-chose. Et moi, j'aime bien faire quelque chose, et quand c'est fait, après, j'en parle. Et tant que c'est pas fait, à part à des partenaires potentiels, bien, j'en parle pas trop. Mais comme je t'ai dit avant, la vie, j'ai pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'aurais envie de faire. Et voilà, je commence à préparer quelque chose, on verra si ça marche ou pas, quoi. Dans 5-6 ans, tu sauras. Je me réjouis d'ailleurs. Et ça me fait penser à une anecdote, et tu me diras si je me trompe ou pas, que j'ai pu lire sur toi. C'est que d'ailleurs, l'aventure Fly the World, t'es parti sans avoir encore eu tout ton financement, c'est juste? Oui. Donc voilà, t'as pas attendu d'avoir le financement complet, t'es parti, t'avais pas encore tout, puis on verra.
C'est ça, c'était vraiment l'idée. Mais au bout d'un moment, si c'est une aventure sur plusieurs saisons et quelques temps, si la première saison marche bien, tu ramènes des jolies images, tu fais rêver des gens, eh bien potentiellement qu'il y a certaines personnes, soit des sociétés ou même des mécènes qui disent mais moi je te donne un petit sou. Et les petits ruisseaux font les rivières et font les océans. Et au bout d'un moment, il faut être confiant dans ce que tu fais. Si tu pars à moitié à reculons ou tu dis ouais mais il faut que j'attende que j'ai tout, ben, potentiellement je serai jamais parti. Au bout d'un moment, les gens disent non mais c'est trop débile, il va pas le faire. Et ça se rapproche. Il y a un jour du départ et tu pars et il est là mais il le fait ce gars-là. Et ok, et waouh, cool. Il y a des gens qui m'ont juste soutenu, des mécènes, juste parce que ils m'ont dit ce que tu fais c'est géant, moi ça me fait juste rêver quoi, jamais j'oserais le faire. Et moi j'ai peut-être cette capacité là de dire bah ok gars j'y vais et puis on verra. Mais il y a cette notion de risque justement dans une société où tout est évalué, le risque de pas finir ses fins de mois, le risque que l'on prend lorsqu'on fait certaines choses. Donc du coup quelque part aussi ça peut être compréhensible que ça surprenne les gens que tu partes sans avoir limité la totalité du risque, en tout cas ce qui est entre tes mains, parce qu'après il y a tout ce qui est en dehors. Ouais, après bah, de nouveau moi on est tous différents, mais l'idée c'est d'aller de l'avant. Tu te lèves un matin, tu y vas, tu fonces, et puis chaque jour est différent. Il faut y aller. Et c'est moi je vis au jour le jour. Hein. Je me dis que tu improvises. Mais il y a des moments où tu fais des choses que tu dois faire parce que on vit dans un système qui fait en sorte qu'on doit faire des choses. Et le reste du temps, tu fais ce que tu veux. Donc, quand je fais ce que je dois faire, bah, je le fais. Mais quand je fais ce que je veux, bah, je me lâche aussi à outrance parce que pourquoi pas. Quelle est l'importance de l'improvisation justement dans l'aventure ? T'es obligé d'improviser dans l'aventure. Les 300 jours, oui, mais l'expédition Fly the World, dès que je suis arrivé en Égypte, j'ai pas eu les permis pour l'Arabie Saoudite. Je suis arrivé au Sud-Soudan, je me suis fait enlever. Et au bout d'un moment, l'improvisation, c'est ça l'aventure aussi. Tu dois savoir réagir au moment près. Et la réaction que t'as à certains moments fait en sorte que t'es encore en vie ou pas quelques minutes après. Donc, tu vois, c'est ça qui est beau aussi. C'est vrai qu'on vit peut-être dans un monde où tout le monde planifie tout. Il y a des gens, ils savent tout, mais dans 6 mois, je fais ça, dans 1 année, dans 5 ans, je pars en voyage là. Et au bout d'un moment, planifier beaucoup, ça te met quand même des œillères. Alors, avantage, inconvénient, mais si tu planifies beaucoup, tu risques de passer à côté qui c'est qui disait ça? Il faut laisser un petit peu de place à l'imprévu dans nos vies. Et je trouve que ça c'est beau, c'est doux à dire et c'est tellement juste quoi. C'est light. Et ça fait du bien à entendre aussi. Bah ouais, bien sûr. Et puis vivre toi, tu peux t'émerveiller d'un papillon. Sur mon île, 300 jours, des fois je restais mais 15 minutes, je suivais un papillon quoi, dans la jungle. Tu peux dire, mais c'est débile de suivre un papillon 15 minutes. Ben non, c'est pas débile. J'avais le temps, j'ai choisi de donner ce temps-là et j'ai vu comment vit un papillon pendant 15 minutes. Voilà, c'est cool. Est-ce qu'il y a un objet qui représente pour toi l'aventure ? Alors, non, il n'y a pas forcément d'objet. Non, moi je suis quelqu'un d'assez immatériel. Dans le Mayen ici, je pense que j'ai 2 mètres cubes, c'est à moi. Et tout le reste c'était là quand je suis arrivé et je repars avec rien. Et j'aime bien être très léger. J'ai l'impression que tout le matériel qu'on garde, c'est pas mal de chaînes ou de boulets derrière nous qu'on doit traîner, des trucs que tu penses. Moi en 1 demi-journée, j'ai évacué ma maison. Je peux partir à l'autre bout du monde. Moi, j'aime bien cette liberté-là et cette légèreté-là. T'es du genre à avoir un petit baluchon et ça suffit. Ça me suffit totalement, ouais. Un petit baluchon, mon passeport, et puis un bout de pain, fromage, un petit sandwich pour pouvoir manger un petit peu, de l'eau, et puis une machette. C'est un peu le genre de choses que je pars et qui me sert. Merci pour ton accueil. Avec grand plaisir, mon ami.
Merci beaucoup d'avoir écouté L'Aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Vous y trouverez d'ailleurs d'autres rencontres que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, @aventure.podcast, le tout pour dialoguer directement avec nous et pourquoi pas nous suggérer aussi des personnes à interviewer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Salut!